septembre et en octobre. Nous, à l'UMP, on essaye d'être utile, en fait, tout simplement, par rapport à ce calendrier. C'est beaucoup de travail sur le terrain, des réunions dans les fédérations, dans les régions, il y en a déjà une trentaine. Le Tour de France des retraites de l'UMP. Oui, le Tour de France des retraites. On part du principe que c'est pas un sujet comptable, les retraites, c'est un vrai sujet de société. Et nos militants, nos adhérents ont le droit de savoir exactement de quoi ils retournent, quels sont les défis qui nous sont aujourd'hui posés et de porter un certain nombre de propositions. Aujourd'hui, à la convention UMP, nous faisons ces propositions et nous les faisions tout à l'heure à Éric Woerth, le ministre en charge des retraites. Mais alors on peut élargir le sujet, il reste quand même que ce qu'on retient à l'heure qu'il est, c'est que le gouvernement a décidé de reporter l'âge légal de la retraite au-delà de 60 ans, c'est-à-dire de revenir sur un acquis social qui date de 1982, ce qui est légitime, mais il faut le dire clairement. Enfin, ce qui peut être considéré comme légitime compte tenu des évolutions de la société. Mais on a l'impression que vous le dites sans le dire. Ce que nous disons à l'UMP, c'est seulement que la durée de la vie augmente. C'est une très bonne nouvelle. Ça fait un déséquilibre démographique, un déséquilibre structurel dans le système des retraites auquel on ne pourra pas apporter réponse que par des mesures strictement financières et surtout pas par un plan de financement au demeurant tout à fait insincère tel que l'a proposé le Parti socialiste. Nous avons besoin de réformes structurelles. Nous pensons que la durée de la vie augmentant, il faut que la durée de travail augmente au moins un peu. Il y a 3 moyens d'augmenter cette durée de travail. Il y a l'augmentation du nombre de trimestres cotisés. Il y a le report de l'âge légal et puis il y a aussi l'augmentation de la durée effectivement travaillée. C'est tout le problème de l'employabilité des seniors. Nous proposons d'explorer ces 3 voies et nous faisons aujourd'hui notamment des propositions très concrètes sur l'employabilité des seniors. Alors justement, ça c'est un des points sur lesquels notamment Xavier Bertrand a insisté tout à l'heure dans son intervention. Quelles sont les pistes que vous aimeriez voir reprises par le gouvernement dans les propositions que vous avez pu étudier? Très concrètement, sur l'employabilité des seniors, nous proposons à Éric Woerth d'étudier la possibilité suivante. Un senior, quelqu'un qui aurait ses droits à la retraite, qui choisit de travailler aujourd'hui, il paye quand même des cotisations chômage, des cotisations salariales, des cotisations patronales. C'est très paradoxal. Il paye des cotisations pour un système, le droit au chômage, auquel par définition il n'émargerait pas s'il ne travaillait plus, puisqu'il aurait ses droits à la retraite. Nous proposons que ces cotisations, il ne les paye pas. Ça permettra d'alléger tout simplement les charges qui pèsent sur le salaire d'un senior. Ça permettra de rendre plus attractif le travail des seniors pour les entreprises et ça ne créera pas de déséquilibre dans le système des cotisations chômage puisque par définition cette personne-là sinon n'en paierait pas et serait à la retraite. Alors aujourd'hui, justement, puisque vous parlez de l'emploi des seniors, on est dans une situation très dégradée en France. Il a été rappelé lors de cette convention, ce phénomène connu, qu'on est les plus mauvais en Europe, les mauvais élèves de la classe sur l'emploi des seniors. Est-ce que vous pensez vraiment qu'une loi va changer les choses rapidement en France? Il faut regarder de près la question de l'emploi des seniors. D'abord, les mesures qu'a pris le gouvernement commencent à porter leurs fruits. L'emploi des seniors a légèrement augmenté l'année dernière alors qu'on était en période de crise, donc à contre-courant en fait de l'emploi en général. Et par ailleurs, quand on regarde de près la question de l'emploi des seniors, on se rend compte qu'on a un très bon taux d'employabilité entre 50 et 55 ans. On a un taux dans la moyenne européenne entre 55 et 59, c'est autour de 58-59 que ça se dégrade. Pourquoi? À cause de l'âge couperet de 60 ans. C'est-à-dire que le fait de donner de la perspective en termes d'emploi aux seniors, rien que ça augmente leur employabilité. Un patron, il a du mal à investir sur quelqu'un qui a plus de 55 ans en termes, par exemple, de formation. Or, dans le monde contemporain, il y a les nouvelles technologies, le travail change très rapidement. On a besoin de formation pour pouvoir rester efficace dans le travail. Bon, le patron a du mal à investir sur la formation des seniors parce qu'il se dit il y a cet âge couperet à 60 ans. Est-ce que, politiquement, vous avez le sentiment que la société française est prête à accepter une réforme un peu douloureuse des retraites? Il y a jeudi la manifestation, votre colloque se tient aujourd'hui, le gouvernement lance des pistes, des ballons d'essai. Est-ce que c'est une façon de préparer le terrain pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans la rue jeudi prochain? Entendons-nous bien, c'est une réforme très difficile, la réforme des retraites. Ça touche à des choses très personnelles en plus. Chacun a une vision de sa retraite. Mais ce que nous disons, c'est que c'est la voie de la responsabilité. Aujourd'hui, il y a 30 milliards de déficit par an dans les régimes de retraite. On va vers 50, 70, 100 milliards sur certains horizons. Si on ne fait rien, si on ne réforme pas,
nous perdrons en fait notre système par répartition. Et ceux qui ont le plus de moyens s'en sortiront toujours. Finalement, c'est encore une fois les salariés, les ouvriers, les classes moyennes qui trinqueront. Les propositions que nous faisons sont des propositions pour sauver le système de répartition parce que nous y croyons, tout simplement. Et à déséquilibre démographique, nous disons il faut des réponses démographiques. En face, les propositions du PS, dont nous contestons véritablement la sincérité, parce que financièrement, il y a des choses qui ne traînent pas la route, de toute façon, elles ne comblent qu'un morceau du trou financier aujourd'hui et demain. Le déséquilibre démographique, il est toujours là. Donc... Il y a aussi les résistances syndicales. Est-ce que vous allez les surmonter ? Mais c'est aussi pour ça que le gouvernement a organisé un calendrier dans la durée, avec d'abord 6 semaines de concertation, consultation avec les syndicats, un premier document d'orientation sur la base duquel il y a une nouvelle consultation. Nous-mêmes à l'UMP, nous avons demandé à Éric Woerth de nous recevoir à nouveau pour pouvoir préciser nos propositions, celles que nous avons faites aujourd'hui. La consultation, la concertation, elle se continue. Ce n'est pas un sujet facile, mais vraiment, si nous voulons sauver le système de retraite, nous avons besoin aujourd'hui d'être courageux. Merci Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire générale adjointe de l'UMP. Voilà Jean-Pierre, pour l'instant, dans quelques minutes, c'est Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, qui va conclure cette journée de convention et de réflexion sur les retraites. Et puis la table ronde va encore se poursuivre quelques instants. On va vivre tout ça en direct avec vous, bien sûr. Absolument. Merci Emmanuel Kessler, bien sûr. Merci à Nathalie Kosciusko-Morizet d'être venue jusqu'à votre micro du côté de la salle Victor Hugo où se déroule cette convention nationale de l'UMP. Nous allons rejoindre justement la suite des débats dans cette salle à l'occasion d'une table ronde consacrée à cette question: comment assurer l'équité des retraites. C'est Marc-Philippe Daubresse également, lui secrétaire général adjoint de l'UMP, qui est en train de prendre la parole. Et comme vous l'avez dit, nous assisterons ensuite au discours de clôture de cette convention nationale de l'UMP qui sera prononcé par Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. À tout à l'heure. On ne serait pas obligé de refaire des réformes tous les 10 ans ou tous les 20 ans, sauf que on voit bien que ce carburateur idéal le plus juste possible et le plus convergent possible en termes de système des retraites, il n'est pas imaginable tout de suite. Et que quand bien même on le mettra en place tout de suite, il ne réglerait pas le problème des déficits considérables jusqu'en 2030 ou en 2050 qui nécessitent des prises de décision immédiates. Et à partir du moment où nous redisons clairement, pas question de baisser le montant des pensions et pas question d'avoir recours à l'impôt, donc à la baisse du pouvoir d'achat des ménages ou à la baisse de compétitivité des entreprises, la réponse aux défis démographiques, c'est bien par des réponses démographiques. Bon. Si on veut aussi aller plus loin sur la justice, je voudrais dire, puisque nous avons été un certain nombre de députés, Xavier Bertrand le premier, puisque c'est lui qui était porte-parole de notre groupe sur la dernière réforme importante des retraites qui a été faite juste avant celle des régimes spéciaux avec François Fillon, quand nous mettons la mesure de justice sur les carrières longues des personnes qui commençaient à travailler à 14, 15 ou 16 ans, et que vous entendez Xavier vous dire tout à l'heure que finalement ça a concerné 700 000 personnes, il serait peut-être bon qu'on revendique ce genre de choses aussi. C'est-à-dire que dans la réforme que nous allons proposer, qui est bien sûr d'abord et avant tout basée sur la réponse à un défi démographique, nous pouvons aussi avoir un certain nombre de mesures de justice qui ne consistent pas nécessairement à aligner tel régime sur le régime le moins favorable, mais à proposer un régime plus favorable pour certains cas qui, en termes d'inégalité criante, le méritent. Par exemple, les personnes qui ont commencé à travailler très jeunes méritaient cette mesure, et qu'on peut fort bien imaginer une ou deux autres mesures de ce type mises sur la table de l'UMP. Je termine en parlant des jeunes, pour vous dire que moi, quand ministre de la Jeunesse, quand je regarde les sondages, que je m'aperçois que 2 jeunes sur 3 sont inquiets pour la réforme des retraites, pendant que 3 sur 4 de la fonction publique le sont. Et qu'on peut se demander qui est le plus menacé à terme dans leur réflexion. Quand je vois que les jeunes sont beaucoup plus prêts que les 55-60 ans, les 18-24, à faire de l'épargne retraite.
quand je vois qu'il y a des distorsions très fortes dans les sondages entre ce que pensent les jeunes de la durée de cotisation par rapport aux populations aînées, il y a quand même nécessité d'avoir dans cette réforme une mesure forte ou une mesure symbolique importante vis-à-vis des jeunes, et que je pense qu'il faut aussi écouter ce que les jeunes populaires ont proposé, et que nous ayons dans notre parti une série de mesures dont une pourrait être de permettre un accès plus facile aux jeunes à une épargne retraite garantie par l'État, parce que la première des épargnes retraite, elle s'appelle l'assurance vie, et on pense bien que l'assurance vie, c'est pas nécessairement le produit vers lequel se tournent les jeunes en premier. Enfin, dernière chose que je voudrais dire à monsieur là qui est intervenu tout à l'heure, quand il parlait de l'investissement locatif, comme ancien ministre du Logement, c'est que quand on fait des mesures fiscales pour encourager l'investissement locatif, elles ne sont pas faites d'abord pour faire de la défiscalisation, elles sont faites d'abord pour qu'on construise plus de logements en France, ce dont nous avons bien besoin et qu'il ne faut pas se tromper d'objectif. Bien, merci Marc et Philippe. Nous allons maintenant accueillir Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale, qui nous fait l'honneur de clore nos débats. Si tout le monde quitte la tribune, Bernard va se sentir bien isolé, donc... Ah, très bien. Et donc je vous demande d'applaudir Bernard Accoyer en le remerciant de sa présence et de la mise à disposition de cette très belle salle Victor Hugo. Merci. Monsieur le ministre, messieurs et mesdames les parlementaires, monsieur le secrétaire général, cher Xavier Bertrand, mesdames, messieurs, au cœur du pacte républicain français, il y a le pacte social, créé par le général de Gaulle et le Conseil national de la résistance au lendemain de la libération, dans une France certes affaiblie, mais généreuse. Ce pacte social, cette solidarité entre les citoyens et les générations constitue toujours, 65 ans plus tard, pour nos compatriotes, un des biens les plus précieux de notre République. C'est la raison pour laquelle tous les partis politiques affichent leur volonté de le préserver. L'UMP vient de le démontrer encore par cette convention, dont je veux féliciter chaleureusement son secrétaire général Xavier Bertrand et, bien entendu, Arnaud Robinet. Ce colloque a en effet très bien illustré que depuis 1945, tout a changé, au point que l'avenir de la branche vieillesse de la sécurité sociale serait menacé par les déficits du vieillissement, par le vieillissement, par la crise, si cette branche n'était pas rapidement réformée. Il nous faut pour cela apporter des solutions concrètes, responsables, aux problèmes posés par les mutations majeures qui affectent les fondamentaux de tout ce qui définit les systèmes ou un système de retraite en général et notre système par répartition tout spécialement. Fondé sur la solidarité entre les générations, le régime par répartition fait aujourd'hui, lui aussi et encore, un autre consensus politique. Or, la vitalité de cette solidarité dépend essentiellement du rapport entre actifs et inactifs. Tel est bien le cœur du problème. Quand, en 1960, il y avait 4 actifs pour un retraité dans une France où l'espérance de vie était de 67 ans, en 2010, il n'y a plus que 1,7 actifs pour un retraité, alors que l'espérance de vie est passée à 80 ans, soit 13 ans de plus. Enfin, en 2020 puis 2050, il n'y aura plus respectivement que 1,5 puis 1,2 actifs pour financer la retraite par répartition d'un retraité. Face à ce défi, en 1982, la mise en œuvre de la 82e des 110 propositions de François Mitterrand a abaissé l'âge de la retraite de 65 à 60 ans, ceci avec 2 objectifs. D'une part, et déjà, le partage du travail pour lutter contre le chômage. Près de 20 ans plus tard, ce sera le même raisonnement qui conduira aux 35 heures. Et d'autre part, l'augmentation du temps libre, pour lequel, certains s'en souviennent, avait été créé un secrétariat d'État. En 2000, la réduction du temps de travail est venue dégrader encore le rapport entre le temps de travail au cours de la vie et la durée de la retraite. Sous le double effet de l'abaissement de l'âge de la retraite en 1982 et de la réduction du temps de travail en 2000, nous sommes en effet progressivement passés d'une France de 1960 dans laquelle on travaillait 2200 heures par an
soit 83 000 heures dans une vie, à une France de 2010 dans laquelle on travaille 1559 heures par an, soit 62 000 heures dans une vie, soit une diminution du quart, c'est-à-dire de 25%, du temps de travail dans une vie, alors que l'espérance de vie à l'âge de la retraite s'accroissait parallèlement de 44%. À ce facteur négatif pour le financement des retraites, qu'est la diminution de la durée du travail au cours de la vie, s'ajoute un second facteur, le facteur démographique. Si le boom démographique français d'après-guerre, le plein emploi et la croissance vigoureuse des 30 glorieuses ont permis de maintenir, au prix de quelques réformes, un excédent de la branche vieillesse jusqu'en 2005, l'arrivée à l'âge de la retraite des générations nombreuses a lourdement pesé sur le rapport actif-inactif. Le chômage venant aggraver encore la question du financement. En passant de 4 à 1,7 entre 1960 et 2010, ce rapport actif-inactif s'est ainsi dégradé de 57% en 50 ans. Devant cette dégradation largement due aux facteurs démographiques, et donc tout à fait prévisible, des initiatives politiques diverses ont été prises. Georges Pompidou, en 1967, a consolidé la sécurité sociale et créé la Caisse nationale d'assurance vieillesse. En 1971 et en 1972, Jacques Chaban-Delmas s'est attaqué au rattrapage effectif du niveau de vie des retraités par rapport à celui des actifs et à la montée en puissance des régimes non salariés. En 1990, Michel Rocard, avec le livre blanc sur l'avenir des retraites, dresse un constat alarmant. Il est alors remercié et le gouvernement Cresson, auquel appartient Mme Aubry, enterre le dossier. En 1993, le gouvernement d'Édouard Balladur réforme profondément le régime général et crée le Fonds de solidarité vieillesse. En 1999 et en 2000, le seul apport du gouvernement Jospin, auquel appartenait Mme Aubry, a été la création du Fonds de réserve pour les retraites, qui, tout au plus à une échéance prévue de 2020, pourrait couvrir 1 à 2 ans au grand maximum de déficit, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux. Il crée également le Conseil d'orientation des retraites, aujourd'hui critiqué par ceux-là même qui l'ont créé. En 2003, la très importante réforme Fillon étend les ajustements de 1993 aux salariés de la fonction publique. Ces débats dont j'avais la chance et l'honneur d'être le rapporteur avec Xavier Bertrand ont duré quelques 157 heures à quelques pas d'ici. En 2007, les régimes spéciaux sont réformés grâce encore à l'action de notre secrétaire général Xavier Bertrand. Où en sommes-nous aujourd'hui? Les chiffres du corps parlent d'eux-mêmes. Dans son rapport de 2007, il avait estimé le besoin de financement des retraites en 2030 à 1,6% du PIB, c'est-à-dire 30 milliards d'euros. Or, aujourd'hui, 3 ans plus tard, nous y sommes déjà en raison des effets conjugués de la crise et du vieillissement. Par ailleurs, le scénario intermédiaire du corps, publié en 2010, précise que le besoin de financement annuel passerait de 30 à 100 milliards d'euros en 2050. Le déficit cumulé 2050 serait ainsi d'environ 2600 milliards d'euros, ce qui représente quasiment 2 fois le stock actuel de la dette, ou 65 000 rafales, ou encore 26 années, Monsieur le Ministre, 26 années de budget du ministère de l'Éducation nationale et de la Défense réunis. Même avec un allongement progressif de la durée de cotisation à 42, 43, voire 45 ans, et avec le report progressif de l'âge de la retraite à 65 ans, le corps précise que nous ne pourrions au mieux couvrir que la moitié des besoins de financement à l'horizon 2050. Mais cette perspective ne doit en aucune façon nous inciter à l'inaction ou au fatalisme, comme certains partenaires sociaux semblent pourtant le penser aujourd'hui. Bien au contraire, ces chiffres montrent que la réforme est une nécessité incontournable. Ceci doit nous conduire à un sursaut républicain pour une réforme des retraites fondée sur 3 principes: l'équité,
la confiance dans la valeur travail, la responsabilité. D'abord, une réforme des retraites juste et nécessaire, c'est une question d'équité envers les générations futures. Sans la réforme de 82, et comme cela a d'ailleurs été rappelé ce matin, la branche vieillesse serait aujourd'hui en équilibre, voire en excédent avec les réformes de 93 et 2003. En outre, encore grâce aux réformes Balladur de 93 et de François Fillon, en 2003, les enjeux financiers qui sont les nôtres aujourd'hui pour le financement des retraites ont été réduits de moitié. Réformer périodiquement, et j'insiste progressivement, les retraites, comme les gouvernements responsables l'ont fait régulièrement depuis la création du régime par répartition par le général de Gaulle et le Conseil national de la Résistance, c'est donc d'abord une question d'équité. Car il va de soi que nous ne pouvons pas vivre durablement à crédit ou au-dessus de nos moyens, y compris sur la question des retraites, en renvoyant la facture sur les générations futures. Ensuite, la réforme des retraites, c'est une question de confiance dans l'avenir économique de la France et dans la croissance générée par le travail des générations futures. Comme nous l'avons vu, le système de retraite par répartition adosse les pensions à un facteur, le travail des actifs et donc des jeunes générations. Le choix de la répartition est donc bien aussi un acte de confiance en l'avenir économique de notre pays et la croissance générée par les actifs. C'est grâce au travail des Français depuis 50 ans que notre système a pu garantir aux retraités un niveau de vie moyen dans le régime général en rapport avec celui des actifs. C'est donc grâce au travail des Français que nous pourrons garantir demain les pensions des futurs retraités. Croire en l'avenir de notre système de retraite par répartition, justement et suffisamment réformé, c'est donc aussi croire en l'avenir économique de notre pays. C'est lutter contre le dogme du non-travail. Or, c'est bien ce que certains cherchent à promouvoir par la culture des 35 heures ou le matraquage fiscal. 15 milliards d'euros de coût annuel des 35 heures pendant 10 ans, cela correspond à plus de 10% de notre stock actuel de dette publique. Or, puisque le régime par répartition dépend du travail, c'est-à-dire de l'activité économique et de la croissance, tout ce qui leur est défavorable menace, à plus ou moins brève échéance, le système par répartition. Enfin, notre responsabilité est de maintenir le système par répartition et de refuser toute étatisation ou fiscalisation excessive. La responsabilité, c'est tout d'abord de reconnaître clairement, comme nous venons de le voir, que c'est la combinaison, d'une part, d'un rapport actif-inactif qui s'est dégradé de 50% entre 60 et 2010, et d'autre part, d'une réduction de 25% de la durée du travail au cours d'une vie humaine entre les deux mêmes repères, qui crée aujourd'hui, avec les enjeux liés à la montée du chômage, le problème de la pérennité de notre système par répartition auquel nos compatriotes sont légitimement très attachés. Face à ce constat, des mesures purement fiscales, ou en d'autres termes une étatisation, seraient naturellement contraires au principe même de la solidarité entre les générations, qui est au fondement de notre pacte républicain depuis le général de Gaulle. Mais elles seraient également contre-productives pour notre croissance à long terme. Si un financement partiel par l'impôt existe déjà pour les enjeux de solidarité envers le financement des retraites des chômeurs ou la cotisation des femmes en congé maternité via la CSG et le Fonds de solidarité vieillesse, il ne saurait néanmoins être exagérément étendu sans risquer de conduire à une étatisation qui n'a rien à voir avec un régime par répartition. En effet, des impôts nouveaux ou des hausses de cotisations sur les personnes physiques conduisent à une baisse de pouvoir d'achat, donc de la croissance et de l'emploi, et donc des recettes de la sécurité sociale. De nouveaux impôts ou des hausses de cotisations sur les entreprises conduisent, quant à eux, à une baisse de la compétitivité et de l'investissement, ce qui alimente le chômage et donc, là encore, baisse les recettes de la sécurité sociale. À un problème essentiellement démographique doit donc correspondre une solution essentiellement démographique qui refuse toute tentation d'étatisation et toutes des mesures fiscales. Pourtant, l'opposition
à quelques exceptions près, dont l'exception notable de Dominique Strauss-Kahn, refuse toujours le principe même d'un allongement de la durée de travail, malgré l'allongement de la durée de la vie. Pourtant, ce principe, avancé par le corps lui-même, a été choisi par tous les autres pays européens. Envisager de créer un choc fiscal ne serait pas à la hauteur des enjeux et ne ferait que peser sur la croissance et sur le niveau des recettes de la sécurité sociale. Ce choc fiscal, destructeur d'emplois et de pouvoir d'achat, serait principalement supporté par les classes moyennes. Et comme le rappelait le Premier ministre encore la semaine dernière dans l'hémicycle, les propositions du Parti socialiste créeraient en premier lieu 3 milliards d'euros de prélèvements sur l'intéressement et la participation. Or, l'intéressement concerne un tiers des salariés et la participation 44% d'entre eux. J'ajoute que le Parti socialiste propose aussi une augmentation de la CSG sur les produits du capital. C'est là encore un nouvel impôt sur les classes moyennes et sur les 20 millions de contrats d'assurance vie souscrits par les Français. Enfin, pour obtenir, comme le propose le Parti socialiste, un produit supplémentaire de 3 milliards d'euros par l'impôt sur les sociétés et sur les banques, le taux de cet impôt devrait être porté à 66%. L'attractivité de nos territoires pour les activités bancaires, qui contribuent à hauteur de 80% au financement de notre économie, c'est 20% aux États-Unis. Et donc, les taux d'intérêt des emprunts des particuliers et des entreprises en pâtiraient inévitablement. Vous voyez les conséquences. En somme, ces propositions sont un mauvais coup porté à notre modèle social républicain de retraite par répartition. Si elles étaient mises en œuvre, elles affaibliraient encore la seule ressource de financement de ce régime, qui est le facteur travail. Elles sont aussi le signe d'un manque de confiance dans la capacité des générations futures à créer de nouvelles richesses, d'un manque de confiance en l'adaptabilité de notre modèle social aux enjeux contemporains, d'un manque de confiance finalement en l'avenir économique de la France, qui serait assurément compromis sous l'effet de l'avalanche de taxes annoncées. En conclusion, la réforme de notre système de retraite constitue bien un défi essentiellement démographique. Si l'on met de côté l'impact néfaste des réformes de 82 et de 2000 ayant conduit à la réduction du temps de travail tout au long de la vie, il faut donc y apporter une réponse progressive, et j'insiste encore une fois sur le mot progressif, essentiellement démographique et non essentiellement fiscale, à l'exception du financement de quelques mesures de solidarité. L'augmentation progressive de la durée d'activité, soit par l'augmentation de la durée de cotisation, soit par l'élévation progressive de l'âge légal de départ en retraite ou de l'âge de la retraite à taux plein, sont les seules solutions à la fois justes et efficaces. Ceci d'autant plus qu'il existe aussi un problème de financement de l'assurance maladie dans un pays qui vieillit et d'un problème de financement de la dépendance. L'examen du projet de réforme des retraites en septembre sera donc un temps fort ici à l'Assemblée nationale. En 2003, je l'évoquais tout à l'heure, quelques 11 000 amendements ont été déposés par l'opposition lors de la réforme Fillon. Le blocage de la réforme était l'objectif alors de l'opposition. Avec mon complice d'alors sur les bancs des rapporteurs Xavier Bertrand, nous avons tenu 157 heures. Cette fois-ci, grâce à la réforme de la Constitution de 2008 et du règlement de l'Assemblée nationale, les débats dureront au maximum 60 à 70 heures. C'est un changement fondamental qui permettra surtout de parler du fond et de ne pas déposer des milliers et des milliers d'amendements répétitifs qui ne présentaient aucun intérêt dans un débat d'une telle portée. L'opposition devra donc prendre ses responsabilités et présenter des propositions alternatives crédibles, ce qui, pour le moment, n'est pas encore d'actualité. Ainsi, grâce à ces changements constitutionnels et réglementaires, je peux former le vœu que le projet de loi de réforme des retraites puisse être examiné dans des conditions de sérieux et de responsabilité que mérite un tel sujet. C'est une question de crédibilité pour l'avenir de notre modèle social, pour l'avenir de nos finances publiques, mais aussi pour l'avenir de notre démocratie.
Voilà, c'était donc le discours de clôture de la Convention nationale de l'UMP consacrée aux retraites, prononcé, vous l'avez vu, par Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Tout cela se passait en direct depuis la salle Victor Hugo de l'Assemblée nationale où se trouve Emmanuel Kessler. Emmanuel, vous avez suivi l'ensemble des travaux de cette convention tout au long de cette journée. Que faut-il en retenir finalement? Écoutez, une impression au premier abord assez étrange d'une partie de poker menteur où on sait très bien que les décisions cruciales ont été prises, le report de l'âge légal de la retraite et l'allongement des trimestres de la durée de cotisation des salariés, tout ça étant articulé de façon très précise, on ne le sait pas encore, mais sur le principe et sur la remise en cause de cet acquis